À côté des contaminants inorganiques, il y a aussi eu des travaux qui ont été réalisés sur les contaminants organiques. Et ce que vous voyez là, ce sont les mesures de PCB totaux et HAP totaux qui ont été mesurés en surface de ces carottes. Donc les PCB, les 7 congénères sont indiqués sur la partie de gauche, les HAP sont indiqués sur la partie de droite. Avec une différence pour les HAP, vous allez comprendre pourquoi. Ce qui est en grisé représente les HAP totaux et ce qui est en rouge représente, donc ces HAP totaux contiennent 16 congénères. Ce qui est en rouge correspond aux HAP qui sont supposés être cancérigènes. Donc c'est une partie simplement de ces HAP. Alors je vous ai reporté également les valeurs observées sur des sites à proximité. Donc on voit qu'à Marseille, la somme des PCB est aux alentours de 270, donc supérieure à ce qu'on observe sur les sites de Veynes et de Berre, en tout cas sur ces sites-là. Pour les HAP, on a des valeurs aussi qui peuvent être, donc ce sont des valeurs maximales quand même, qui peuvent être à proximité du port de Marseille beaucoup plus fortes. Quoi qu'il en soit, donc, on a pour ces contaminants organiques une contamination qui est assez typique des zones côtières qui sont affectées par des apports urbains industriels, avec des PCB d'ailleurs qui ont une origine différente entre l'étang de Veynes et le nord de l'étang de Berre. Et puis quelque chose qui peut paraître un petit peu bizarre, c'est-à-dire une somme de HAP totale dans le nord de l'étang qui est le moins contaminé, qui est assez importante, mais avec une différence qui a pu être mise en évidence en travaillant sur l'origine des HAP, qui est le fait qu'on a des hydrocarbures plutôt pétrogéniques, c'est-à-dire plutôt naturels dans la partie nord de Berre, et des HAP totalement pyrolytiques, donc vraiment associés aux activités humaines sur l'étang de Veynes. Alors pourquoi on a travaillé entre autres sur ces contaminants organiques? Parce qu'une des autres approches a consisté à évaluer l'activité génotoxique et mutagénique des sédiments. Alors l'écotoxicité, lorsqu'on fait les mesures de métaux dans les organismes, en fait c'est une relation assez directe entre le métaux dans les sédiments et la réponse peut-être de ces organismes. Il y a depuis quelques années d'autres études écotoxicologiques qui sont mises en place notamment et qui s'intéressent à l'altération en fait, génétique en fait, que peuvent induire les contaminants dans ces organismes. Donc pour ça, on a travaillé avec des collègues de la faculté de pharmacie qui ont beaucoup travaillé sur les aspects de cancer environnementaux et au départ sur les organismes humains et qui maintenant travaillent sur d'autres types d'organismes et qui ont travaillé sur 3 types de tests. Alors ce que vous avez à gauche, c'est ce qu'on appelle le test des comètes. C'est un test qui permet de définir si les contaminants présents dans vos sédiments qui sont extraits, je vais y revenir par la suite, peuvent créer des liaisons primaires de l'ADN. Donc vous avez en bas une cellule intacte et en haut une cellule qui a été lésée, donc qui fait une espèce de comète à cette visualisation. Un test d'Ames qui lui indique la possibilité d'avoir des mutations ponctuelles de l'ADN. Et enfin un test des micronoyaux qui lui indique une mutation ADN qui est majeure, c'est-à-dire qui est vraiment irréversible au niveau du gène et qui en plus est transmissible, c'est-à-dire qu'il y a un effet mutagénique qui va pouvoir se répercuter dans les descendants en fait, de ces organismes. Donc ces tests ont été réalisés sur chacun des sites, sur différents types d'extraction, celles qui permettent d'extraire les métaux, celles qui permettent d'extraire les contaminants organiques avec 2 protocoles, avec différentes doses de tests. Et puis ce que vous avez indiqué en bas à gauche, avec ou sans activateur métabolique, c'est-à-dire c'est un activateur en fait, qui simule ce qui va se passer un petit peu dans le tube digestif et qui permet de faire une différence entre une génotoxicité directe et une génotoxicité indirecte. Alors voici résumé sur ce tableau l'ensemble des réponses obtenues à ces tests. Donc vous avez les 4 colonnes qui correspondent aux 4 sites. Sur les lignes, en fait, vous avez les différentes extractions. Donc soit les tests ont été faits sur les extractions qui sont censées donner les métaux, soit ils ont été faits sur les extractions qui donnent les contaminants organiques sans ou avec activation métabolique. Et les principaux résultats sont les suivants. Il y a un effet génotoxique pour les extractions par les métaux qui sont observés sur les 2 sites les plus contaminés. Donc on voit bien que le site témoin là-bas de BSA ne montre aucune réponse en fait à cette contamination. Et puis on a également un effet génotoxique des contaminants organiques qui est principalement observé sur le site, qui n'est observé que lorsque l'on utilise l'activation métabolique, donc on stimule réellement ce qui se passe au niveau des intestins. Et ce qui était un peu surprenant, c'est que finalement le plus fort potentiel génotoxique, donc qui est la colonne en rouge, là, le site de VARO, ne correspond pas en fait aux sites sur lesquels les teneurs totales sont les plus importantes de contaminants. Donc il nous est apparu sur cette première étude en fait, qu'il y a bien une relation entre la génotoxicité des sédiments et les contaminants, mais ce n'est pas du tout une relation directe qui est liée à la seule teneur de ces contaminants. Alors, une indication vous est donnée par la phrase en italique, c'est qu'en utilisant un deuxième protocole d'extraction, on s'est rendu compte que certaines dérivées en fait, dans ces contaminants organiques sont beaucoup plus cancérigènes et ont un plus fort impact génotoxique que d'autres. Et effectivement, ce n'est pas la somme totale de ces concentrations peut-être qui est la plus importante.
Donc à l'issue de ce travail, en fait, on en est arrivé au point où on se rend compte que la réponse de toxicité est en accord avec les teneurs en multicontaminants dans ces sédiments, mais on n'a aucune relation directe qui apparaît. Donc on s'est lancé dans une deuxième approche, qui est en cours actuellement, dans laquelle on a cherché à définir les interactions saisonnières maintenant entre la macrofaune, les phénomènes de bioturbation, les communautés bactériennes et la physicochimie du milieu. Et physicochimie du milieu, ça veut dire la physicochimie du sédiment, des phases solides, mais aussi de l'eau interstitielle. On a un échange permanent entre le solide et les eaux interstitielles dans le sédiment. Et on sait encore très peu de choses sur la contamination par l'une ou l'autre de ces phases-là. Et puis on a cherché également à préciser l'influence de ces contaminants en étudiant d'une part le comportement et la santé d'espèces sentinelles, la partition et toujours la biodisponibilité des contaminants, et puis l'évolution temporelle de biomarqueurs. Et je vais simplement vous présenter avec les deux dernières diapositives les tout premiers résultats. Sachez que la réunion de présentation elle a eu lieu vendredi dernier pour nous, au bout d'un an. Donc on peut difficilement vous en présenter plus pour l'instant. Donc dans le cadre de ce programme, nous travaillons par exemple sur des carottes sédimentaires donc, qui sont extraites et sur lesquelles il y a tout un tas d'analyses qui sont faites, soit à partir de microélectrodes qui sont insérées dans les carottes, qui permettent d'avoir les valeurs d'éléments dissous, soit à partir de découpage sous azote, donc c'est la photo du milieu, soit à partir d'incubation en fait. C'est la photo de droite, on récupère ces carottes en laboratoire, on met des marqueurs, un joli marqueur fluo rose en surface, et on regarde au bout de combien de temps en fait, les organismes vont faire pénétrer ce marqueur dans le sédiment. Et ça nous permet d'avoir ce genre de graphique que vous avez là. Donc à gauche, vous avez dans une carotte prélevée au centre de veine les valeurs dans les phases minérales solides. Donc vous avez le plomb, le zinc et le chrome qui sont reportés. Sylvain est allé assez vite, il vous a déjà présenté ces données, mais il faut voir que c'est vrai que quand on travaille en surface, en fait, on a une contamination qui a diminué, mais si vous regardez bien le graphique de plomb, aux alentours de 20 ou 25 cm, on arrive à des valeurs de 500 ppm. Ce sont des valeurs qui sont extrêmement fortes, ce n'est pas simplement modérément contaminé. Évidemment, on n'est plus en surface et une des questions qu'on a là-dessus, c'est si les organismes se remettent en place, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait vis-à-vis de ces contaminants qui sont plus profonds. Et puis donc, autre type d'indication, sur la droite, vous avez les mêmes teneurs de ces éléments-là dans les eaux interstitielles. Et là aussi, il est très important pour nous, pour comprendre le devenir possible de ces contaminants, d'avoir un équilibre total sur l'ensemble de ces deux phases. Donc il y a ensuite des modèles qui sont utilisés pour travailler là-dessus. Et puis enfin, une dernière diapositive, donc, pour aller un petit peu plus loin dans ce qu'on a fait sur les aspects de biomarqueurs. Donc on commence à travailler sur la microflore bactérienne. Alors sur la gauche, par exemple, vous avez des valeurs d'ADN qui ont été extraites dans les sédiments. Sur cette partie-là, en fait, ce qu'on va rechercher, c'est d'une part évaluer la diversité taxonomique et fonctionnelle des microflores du sédiment et des organismes, parce que dans le sédiment, on a des bactéries qui sont aussi capables de dégrader les hydrocarbures, et donc qui vont avoir un effet de remédiation en quelque sorte. On travaille toujours sur des biomarqueurs de défense, mais aussi sur des biomarqueurs de dommage maintenant, c'est-à-dire des marqueurs qui, quels que soient les systèmes de défense, montrent qu'il y a une réaction vis-à-vis de certains polluants. Donc vous avez simplement des activités ici qui sont reportées de GST ou LDH. On travaille sur le métabolisme énergétique ou encore sur l'activité de systèmes antioxydants. Donc ça, c'est des choses que nous avons tous parmi nous. Nos cellules sont impactées par les métaux, donc qui créent un stress oxydatif et qui induisent en fait indirectement des activités antioxydantes en fait qu'on peut mesurer. Et enfin, on continue à travailler sur les aspects génotoxiques et vous avez en bas les tout premiers résultats de tests de comètes, donc c'est un des tests que je vous ai montré tout à l'heure, qui ont été faits sur quelque chose de beaucoup moins facile à faire, c'est des prélèvements intestinaux des distes succinéa. Donc c'est le petit verre que vous avez vu tout à l'heure, il suffit de le prendre et d'insérer uniquement dans le tube intestinal, en fait, une micro-seringue pour aller prélever quelques cellules et de travailler là-dessus. Et vous voyez sur ces premières données qu'on a deux stations B9 et dans le nord de Veine où on n'a pas de réaction. Par contre, de nouveau une station AV-centre où on a une réaction très positive en fait, à ces tests qui montre là aussi un effet en fait, de liaison primaire, en tout cas sur les ADN vis-à-vis de ces contaminants. Voilà, donc je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de co-auteurs, ils sont tous listés là et je vous remercie.